Nous allons commencer. Je me présente, Alice Coste, chargée de mission CARDI et animatrice de cette table ronde. Pour aborder le sujet e-devoir fait, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Pascal Sarpoulet, IAIPR de lettres et référent du dispositif devoir fait, Felanzino Augusto, IAIPR de mathématiques, référent du dispositif devoir fait, Aline Brahami, chargée de mission d'AFPEN, pilote des formations académiques sur devoir fait, Cédric Dahan, chargé de mission d'AFPEN, pilote du dispositif de formation à la coopération entre élèves, qui sera à distance par rapport à nous qui sommes présents autour d'une table. Fabienne Saint-Germain, formatrice et IAN d'histoire-géographie, qui est à distance aussi. Sébastien Locher, référent d'Anne dans les Landes et chargé de mission d'AFPEN. Et enfin, Sophie Bouléry, professeure de mathématiques au collège Selle-le-Gaucher de Mont-de-Marsan. Nous vous proposons d'écrire vos éventuelles questions dans le chat. Florence Bonin, chargée de mission d'AFPEN, est derrière. Elle nous transmettra vos questions et après chaque prise de parole d'intervenant, nous sélectionnerons une question et nous la poserons à l'intervenant. Une fois le tour de table effectué, nous vous proposerons un autre temps de questions-réponses afin de répondre aux questions complémentaires. Bonne table ronde à tous. Tout d'abord, nous avons souhaité vous présenter le témoignage de Sophie Bouléry, professeure de mathématiques, donc comme je le disais juste avant, au collège Selle-le-Gaucher, qui expérimente depuis quelques mois une possibilité de mise en place de ce dispositif. Donc Sophie, je te propose de partager ton écran et de nous apporter ton témoignage. Et donc, effectivement, depuis quelques mois, j'organise des séances de devoir fait en virtuel avec des élèves. Alors, pourquoi? L'idée, c'était de se préparer à une éventuelle reprise de l'enseignement à distance et donc de tester à petite échelle déjà le dispositif pour pouvoir le lancer à l'ensemble du collège si le besoin se faisait ressentir. En début d'année, nous avons réadapté tout le dispositif devoir fait pour tenir compte des contraintes sanitaires. Et il se trouve que pour une classe, la classe dont je suis professeur principal, nous n'avions pas de solution satisfaisante à proposer en présentiel. Et comme ce sont des élèves de 6e qui sont quand même très fragiles et peu autonomes, il fallait absolument qu'on trouve une solution. Et donc, on s'est lancé sur la version virtuelle de devoir fait. Donc, ce sont des élèves que j'ai identifiés au cours du premier trimestre. J'ai discuté avec eux pour voir si ça leur plaisait de faire le devoir fait en virtuel. J'ai pris contact avec certaines familles pour m'assurer qu'il y avait l'équipement et qu'ils étaient d'accord. J'ai aussi eu des demandes spontanées d'élèves. Quand j'ai commencé à en parler, il y a des élèves qui spontanément m'ont dit qu'elles voulaient participer. Et donc là, j'ai un groupe de 6 élèves de cette classe de 6e que je rencontre tous les vendredis après-midi de 14h à 15h. Donc, à savoir que c'est une classe qui finit les cours le vendredi à midi. Et donc, la majorité des élèves rentrent chez eux à midi. Donc, ils sont chez eux à 14h le vendredi après-midi. C'est une heure qui est inscrite dans leur emploi du temps sur Pronote. Donc, je mets le lien. Ils peuvent cliquer. Je peux faire l'appel pour noter s'il y a des absents. Alors, de mon côté, moi, je suis soit au collège, soit chez moi. J'ai la liberté d'aller où je veux. J'utilise un ordinateur et un visualiseur. Et puis, pour le côté pratique, j'aime bien aussi me connecter avec mon téléphone portable et une oreillette Bluetooth. Alors, que fait-on pendant cette séance de devoir fait? Alors, on fait essentiellement des mathématiques. C'était aussi le besoin de ces élèves. Donc, on commence toujours la séance par faire les devoirs de mathématiques et puis, selon ce qu'il nous reste, on fait d'autres choses après selon leurs demandes. On travaille essentiellement à l'oral, tous ensemble. C'est beaucoup d'étayage. À cet âge-là, en 6e, c'est quand même ce qu'il leur faut essentiellement. On travaille aussi avec le chat. Donc, par exemple, quand il y a une réponse, on est sur un exercice, il faut donner une réponse. Donc, souvent, ils donnent la réponse sur le chat. Ensuite, on peut faire un d'accord, pas d'accord, qui pense que c'est un tel qui a la réponse. Voilà, on utilise le sondage ou les petits smileys. Et puis aussi, ils peuvent utiliser leur caméra pour me montrer, par exemple, quand c'est une production d'une figure géométrique, ils peuvent me montrer la figure en utilisant leur caméra.
Donc le bilan, alors bien sûr qu'on a eu quelques petits soucis techniques. J'ai une élève qui n'arrive pas à connecter sa caméra. Parfois, on a des petites déconnexions, des petits soucis de son, de décalage. Rien de dramatique, on a quand même toujours pu faire toutes les séances et les élèves ont toujours quand même trouvé une solution pour se connecter. Pour moi, la difficulté, elle est surtout sur l'individualisation du travail. C'est-à-dire qu'on va commencer tous en même temps sur une activité. J'arrive à gérer quand il y en a qui avancent un peu plus vite que d'autres, mais c'est vrai qu'une fois qu'un élève a fini l'activité et qu'il veut passer à autre chose, bah souvent je lui dis de passer tout seul à autre chose et je lui demande d'attendre pour pouvoir venir l'aider. Alors c'est vrai que ce sont encore des jeunes, des sixièmes, qui ont vraiment besoin d'accompagnement et donc moi j'ai vraiment du mal à gérer 2 activités en même temps. Et je vois beaucoup de positifs. Donc déjà, c'est tout bête, mais la première séance, quand on s'est vu sans masque, j'ai eu des élèves devant moi qui étaient super contents. Enfin, madame, on vous voit sans masque, c'est super. Donc là, déjà, bah, ça fait plaisir de voir, d'être sans masque. Pour nous, c'était aussi une vraie solution pour ces élèves parce que moi, c'était compliqué de leur proposer une heure de devoir fait en présentiel qui ne soit pas vécue comme une punition. Le fait de rester alors que les autres rentraient à la maison le vendredi après-midi ou sur un soir sur une journée très chargée. Donc là, le devoir fait, clairement, il n'est pas pris du tout comme une punition. Au contraire, les élèves sont très, très contents de participer à cette version virtuelle. Autre cas qui s'est présenté, la possibilité de travailler avec un élève qui serait cas contact ou qui est un peu malade, donc suffisamment malade pour pas venir au collège, mais qui peut quand même se connecter sur la classe virtuelle. Donc ça, c'est vraiment super. La suite au niveau de notre collège, déjà, moi, de mon côté, je vais continuer comme ça, peut-être avec un peu plus d'élèves, mais pas trop non plus, je veux y aller doucement. Et puis, j'ai une collègue de français qui va se lancer là avec une classe de 4e pour voir aussi la différence avec des plus grands, comment ça va se passer. Voilà pour mon expérience. Merci Sophie pour ce témoignage. Nous allons te poser quelques questions que nous avons reçues dans le chat. Donc Céline et Emmanuel demandent quels outils tu utilises pour communiquer. Est-ce que c'est la plateforme VIA? Alors, j'ai commencé avec la plateforme du CNED. Et puis, en fait, justement, il y a des élèves qui n'arrivaient pas à se connecter à la caméra. C'était un peu compliqué. Puis l'histoire de salle d'attente, bon. Donc là, on a testé avec Jitsi Meet. Et puis moi, je suis pas complètement satisfaite parce que en fait, quand moi je quitte la plateforme, les élèves peuvent y rester et même si je leur demande de quitter, ils peuvent se reconnecter après sans que moi je sois là. Donc là, on va tester cette semaine Big Blue Button pour voilà, pour essayer de cadrer tout ça. Comment les élèves ont-ils été choisis? Donc clairement, ça a été par rapport aux besoins d'aide, c'est-à-dire essentiellement, c'était des élèves qui arrivaient avec les devoirs faits, mais très mal faits, ou qui arrivaient en me disant j'ai essayé madame mais j'ai pas réussi. Donc c'est vraiment des élèves motivés qui ont envie de bien faire et puis pour lesquels à la maison, même s'il y a la famille qui peut aider, d'être 1 heure avec le prof, ça fait du bien aussi à tout le monde. Et par exemple, dans l'un des élèves, quand j'ai eu au téléphone la famille, eh bien, on m'avait, la maman m'a dit clairement, je pense à payer quelqu'un pour venir lui faire les devoirs le soir. Et donc là, j'ai dit à la maman, attendez, on va faire ensemble en classe virtuelle et puis on va essayer de ne pas vous faire payer pour ça. Merci, Donc, c'est quand même une sélection. Pardon. Merci Sophie. Il y a d'autres questions. Je propose que nous les gardions pour la fin de cette table ronde. Et donc, je vais proposer donc à Monsieur Sarpoulet de prendre la parole. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de proposer un dispositif devoir fait numérique et quel serait le plus de cette version numérique? Je crois qu'après le témoignage de la collègue, nous pouvons répondre déjà plusieurs éléments. Donc, le devoir fait a été pensé, comme vient de le dire la collègue, pour venir en aide aux élèves qui avaient des difficultés pour suivre le devoir fait en présence.
Alors, ce devoir fait en présence, on sait que c'est un gros avantage pour les élèves, c'est un gros avantage pour toute l'équipe enseignante, puisque ça nous permet de nous interroger sur nos gestes professionnels. Le confinement nous a permis de travailler également sur ces gestes professionnels à distance, et nous avons vu des éléments très inventifs se mettre en place. Et globalement, ce dont les corps d'inspection peuvent témoigner, c'est qu'il y a eu de très très bonnes transpositions didactiques et parfois en revanche quelques questions pédagogiques qui pouvaient se poser. Il nous a semblé intéressant de travailler sur ces devoirs faits à distance, sur ces devoirs faits numériques, pour essayer d'adapter au mieux par rapport aux emplois du temps des élèves. Alors, ce que vous avez dit, Madame Bouléry, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'on a des élèves, notamment dans les milieux ruraux, dans les zones rurales, qui sont tenus par les ramassages scolaires, donc devoir fait à distance leur permet de pouvoir travailler après le ramassage scolaire. Ça, c'est un point très important. Vous savez que l'Académie de Bordeaux est une académie rurale, avec des zones comme le Lot-et-Garonne, la Dordogne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, qui sont très rurales, certaines zones également de Gironde. Donc pour ça, la question du ramassage scolaire est bien souvent dimensionnant pour un chef d'établissement. Donc des éléments importants pour nous. On a pensé à continuer notre réflexion sur que faire à distance dans le cadre de nouvelles contraintes sanitaires. Donc là-dessus, on a eu cette adaptation des classes virtuelles. Je pense qu'on y reviendra parce que pour nous, c'est un enjeu très important. On a pensé également aux élèves qui avaient d'autres activités. Alors actuellement, ils n'en ont pas, mais des activités sportives, des activités musicales, des activités sociales d'une manière générale, de pouvoir déporter un peu plus tard ou à d'autres moments devoirs faits à distance nous permettait de répondre également à ce qu'il y a. Et puis enfin, ce sont les collègues de la DAFPEN qui ont attiré notre attention sur les biorhythmes des élèves, c'est-à-dire la manière de pouvoir apprendre à certains moments et de pouvoir être plus attentif à certains moments. Donc nous sommes là sur un territoire qu'il importe de défricher correctement, au-delà des tuyaux que peuvent représenter tous les moyens numériques. Il nous faut continuer à travailler sur les questions didactiques et pédagogiques. Donc sur la diapositive suivante, on a essayé de dire donc qui intervient quand et comment. Donc cette diapositive est une diapositive importante parce qu'elle reprend un petit peu ce qu'a dit la collègue et ce que j'ai dit. Alors qui intervient? Nous avons des collègues enseignants, bien entendu, mais il nous semble important que ce ne soit pas le collègue de la discipline qui intervienne. Alors là aussi, je pense qu'on y reviendra parce qu'on a eu déjà des échanges très très riches avec les équipes pédagogiques lors de conseils pédagogiques sur ces questions-là. Et on aura l'occasion de revenir sur ces points. Quand, et c'est justement ce que je viens de dire, donc ça peut être en soirée, ça peut être le mercredi après-midi, c'est-à-dire sur des lieux où l'élève n'est plus au collège. Et puis comment? Alors là, la collègue en a parlé un petit peu, la question du forum et des classes virtuelles s'impose, mais nous avons également une expérience intéressante qui a été menée par le collège de Larens, dans les Pyrénées-Atlantiques, pendant le confinement, d'un devoir fait au téléphone, puisque nous sommes dans une zone blanche où le Internet passe mal. Donc, cette utilisation du téléphone peut être extrêmement intéressante, mais bien entendu, dans ce cas-là, on est dans un tutorat direct. Néanmoins, pédagogiquement, on a plein de choses à inventer avec ça. Et puis, bon, les établissements, mais ça, vous le savez, lors du confinement, qui ont prêté des ordinateurs, prêté des tablettes, prêté même des moyens de connexion. Donc, on a tous ces éléments-là. Donc, en conclusion rapide de mon intervention, devoir fait, c'est pas seulement être là quand le collège est fermé, c'est aussi inventer une nouvelle pédagogie de ce rapport, et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Je vous remercie. Merci, Monsieur Sarpoulet. Nous vous proposons de répondre à la question suivante de Barbara. Les créneaux horaires des e-devoirs faits sont-ils après 17h? Alors, pas systématiquement. C'est-à-dire qu'on peut. L'idée, c'est qu'on essaye de répondre aux besoins des élèves
quand ils ne sont plus dans l'établissement. Donc, en effet, ça peut être après 17h, ça peut être le mercredi après-midi, ça peut être également à d'autres moments, c'est-à-dire quand l'élève n'est pas dans l'établissement. Mais cette question-là est une question importante, oui, à quel moment? Quel est l'équipement des élèves? Alors, c'est très, très inégal. Sur l'Académie de Bordeaux, on a vu des réalisations très, très inégales. Parfois, l'ordinateur, dans les Landes, pour les élèves de 4e et de 3e, l'ordinateur prêté par le conseil départemental. Parfois, un équipement parental. Et ça a posé des questions, on le sait évidemment, pendant le confinement, puisque quand les parents étaient en télétravail, ça pouvait poser des problèmes. Le smartphone, avec la question des zones blanches, et sinon, comme je l'ai dit, le téléphone. Merci. Nous allons à présent proposer à Aline Brahmi de prendre la parole. Pourrais-tu nous parler de modalités envisageables pour y devoir fait et décrire un exemple de séance? Bonjour à tous, merci pour cette question. Alors, voilà. Voici un schéma qui permet de montrer un exemple de séance qui illustre comment les séances devoirs faits sont complètement liées et connectées aux séances en classe. Pourquoi? Puisque dans une séance devoirs faits, on va partir du principe, on va proposer une séance devoirs faits de façon virtuelle. On va mettre en œuvre différentes phases. On va reprendre les 4 grandes phases d'une séance pédagogique, c'est-à-dire à savoir donc une phase d'accueil, une phase de rétroactivation des notions, une phase de consolidation des nouvelles notions et enfin un nouveau contrat didactique, puisque dans la phase d'accueil, on aura déjà cherché le contrat didactique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'élève devait faire pour cette séance. Donc, on voit comment finalement les séances devoirs faits sont complètement connectées à la pédagogie qu'on peut proposer dans une séance en présentiel. Est-ce qu'on peut passer de slide? Merci. Donc, sur ces 2 autres schémas, le premier que vous avez à gauche montre comment dans une séance type de façon virtuelle, on va s'attacher à alterner l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. C'est-à-dire que dans la première phase, la phase d'accueil de la classe virtuelle, on va d'abord s'attacher à accompagner l'individuel, c'est-à-dire on va demander par exemple à chaque élève quels sont leurs devoirs, on va ouvrir les caméras, on va commencer à anticiper la répartition de ces groupes en fonction des devoirs qui sont à faire pour cette séance et penser l'organisation de son travail. Puis, on va proposer aux élèves de se mettre en activité pour pouvoir avoir des gestes professionnels tels que faire comprendre, faire dire. Et on va utiliser à ce moment-là la stratégie de la coopération afin de faciliter les apprentissages, mais aussi la gestion de cette classe virtuelle. Et enfin, on reviendra vers un temps d'accompagnement personnalisé dans la clôture de la classe virtuelle, puisqu'on va garder un temps pour revenir sur les apprentissages de chacun. Qu'as-tu fait pendant cette séance? Que reste-t-il à faire? Et on va essayer de projeter l'élève vers la suite des devoirs pour la semaine, sachant que si on veut chercher l'efficacité, on sait que pour les élèves en difficulté, il faudrait, dans l'idéal, qu'ils aient 2 ou 3 séances de devoirs faits par semaine. Donc, cette projection dans le reste de la semaine est très importante. Alors, je vais vous présenter, pour finir, voilà, sur un dernier schéma où on pourrait imaginer, si on accueille un groupe d'élèves, à peu près 8-10 maximum, hétérogènes, avec différents types de devoirs, on pourrait imaginer par exemple ce type d'accompagnement. C'est-à-dire un accompagnement en fonction
des types de tâches des élèves, donc en fonction des types de besoins. Il y a un accompagnement du professeur qui va être plus ou moins fort, plus ou moins dirigé, suivant le type de tâche. C'est-à-dire tout ça est en corrélation. Et donc, on pourrait proposer dans la séance d'atelier 3 groupes, donc un partage en 3 groupes, en imaginant que donc, le professeur est seul pour encadrer ces 3 groupes. Un groupe très accompagné qui a donc plutôt, on va trouver les élèves en difficulté, donc il y a besoin du professeur pour travailler sur le sens, sur la compréhension des leçons. Donc là, le geste professionnel de l'enseignant, ça va être aider à comprendre, peut-être en partageant avec des tableaux blancs, des schémas, en revenant sur les notions. Ensuite, un deuxième groupe qui travaillerait plutôt sur des tâches tangibles, c'est-à-dire les exercices, tout ce qui est de l'ordre de la production écrite. Donc là, ce groupe, on pourrait imaginer que l'enseignant vienne en début de séance demander de reformuler les consignes pour éviter les hors-sujets, pour éviter les blocages de la compréhension. Puis, une fois qu'on s'est assuré que ce groupe peut fonctionner en autonomie parce qu'il part dans la bonne direction, parce qu'il n'y a pas de blocage, on les laisse fonctionner ensemble. Et enfin, un troisième groupe qui, lui, travaillerait plus sur la mémorisation, préparer une évaluation, par exemple, donc soit mémorisation à court terme, soit mémorisation à long terme. Et là, on pourrait imaginer que ce groupe, qui a déjà en fait la phase de compréhension, qui a déjà réalisé les exercices, se focalise plus donc sur les apprentissages et soit plus en autonomie, avec une forte coopération entre pairs. Ce qui permet à l'enseignant finalement de consacrer son accompagnement surtout sur les élèves les plus en difficulté et sur la compréhension des notions. Pour cela, il sera intéressant de proposer aux élèves, et notamment dans les activités de coopération, des stratégies d'apprentissage et de mémorisation, telles qu'on pourra en reparler tout à l'heure avec Madame Saint-Germain, c'est-à-dire comment on peut réaliser des quiz, des fiches de rappel, etc. En binôme, comment on peut travailler à plusieurs pour mémoriser facilement. Voilà, je vous remercie. Alors, donc je vais reprendre ce qui a été un petit peu dit dans le chat, qui sont plus des réflexions que des questions, et éventuellement je te proposerai de commenter. Alors, cette pratique de devoir fait ne semble être intéressante que dans un contexte particulier. Alors, là, ce n'est pas propre à la séance, mais je ne pense pas qu'elle soit intéressante que dans un contexte particulier, car elle permet d'englober davantage d'élèves, de toucher plus d'élèves et d'accompagner différemment. Ça veut dire cette pratique de devoir fait, elle peut arriver en complément, elle peut enrichir le dispositif. Elle n'enlève rien, au contraire, on peut très bien imaginer les deux. On peut imaginer des élèves qui viennent en présentiel une fois dans la semaine et qui ensuite se prévoient une séance en distanciel pour continuer le travail, par exemple, en coopération, avec quand même cette possibilité d'avoir accès au professeur si on a besoin de lui. Une question de Claudie. Techniquement, comment peut-on permettre le travail en groupe à distance? Alors, le travail en groupe à distance, il se fait de façon très simple, comme quand on anime une classe virtuelle avec des adultes, c'est-à-dire on va créer des ateliers. Donc, par contre, quand on est seul, il faut veiller à ne pas créer trop d'ateliers, c'est-à-dire au-dessus de 3 ateliers, ça risque d'être très compliqué pour vous de pouvoir naviguer entre les différents ateliers. C'est pour ça que ce que je vous proposais aujourd'hui, c'était maximum 3 ateliers, sachant qu'il y en a un qui sera très autonome. Y aura-t-il quelle formation pour les intervenants de devoir fait? Y aura-t-il une formation? Alors, les intervenants de devoir fait peuvent s'inscrire à la formation que nous proposons, la formation d'AFPEN, qui se déroule donc sur 2 jours, où on peut les former soit en présentiel, mais aussi en distanciel. Tout ça, ça se demande, ça se prévoit, ça se discute avec les formateurs, mais on est tout à fait apte à vous accompagner sur ce dispositif. Merci. Nous allons passer à l'intervenant suivant, donc Cédric Dahan. Cédric, peux-tu nous expliquer l'intérêt de proposer de la coopération à distance dans le dispositif devoir fait numérique et les éventuels points de vigilance?
Alors, bonjour à tous. Alors, tout d'abord, je suis très heureux de participer à cette table ronde à vos côtés. Alors, je vais tenter dans cette courte présentation, comme tu l'as dit, Alice, de montrer l'intérêt de proposer des formes de coopération entre pairs et également de montrer comment on peut les mettre en œuvre à distance. Alors, tout d'abord, je débute cette intervention donc, sur les enjeux relatifs à la mise en œuvre de formes de coopération dans le dispositif e-devoir fait. La coopération entre pairs, elle peut permettre, lorsqu'elle est organisée, aux élèves de mieux apprendre. Alors, je pèse mes mots, hein, faire coopérer les élèves, ça ne permet pas aux élèves d'apprendre plus, mais mieux, on est vraiment ici dans un registre qualitatif. Alors, pour faire un lien rapide avec les neurosciences coopérées, ça permet aux élèves de développer des langages, de confronter leurs représentations aux problèmes qui leur sont posés. Et ils sont amenés à prendre de la distance avec les savoirs, et c'est ce qui leur permet d'ancrer les apprentissages, en tout cas à plus long terme. Alors aussi, dans nos souvenirs d'élèves ou d'étudiants, on a tous été confrontés à des obstacles lorsque l'on était devant nos devoirs. Et parfois, ces obstacles sont tellement insurmontables qu'on peut être tenté d'abandonner ou de baisser les bras. Alors l'adulte, dans ce type de dispositif, et qui peut aussi compléter, comme le disait Aline, le dispositif traditionnel de devoir fait, il se constitue bien sûr comme une ressource grâce à son étayage, pour permettre aux élèves donc justement de surmonter ces obstacles, mais il ne peut pas toujours être disponible pour tous et au même instant. Et c'est dans ce contexte que le groupe d'élèves peut se constituer lui aussi comme une ressource et donc comme un levier d'apprentissage. Ensuite, le fait de se retrouver seul devant ses devoirs, ça peut créer chez certains de nos élèves, vous l'avez peut-être déjà observé, de l'anxiété, du stress, un sentiment de solitude. Et en permettant aux élèves de coopérer, en développant notamment l'entraide et l'empathie, on peut potentiellement aussi diminuer cette part d'anxiété et de stress. Donc ici, on peut faire un lien très, très, très rapide avec les neurosciences affectives. Le fait de créer un cadre sécurisant affectivement, ça permet aussi aux élèves d'avoir un engagement de meilleure qualité. Et puis, enfin, proposer des formes de coopération entre pairs dans le dispositif e-devoir fait, c'est aussi gagner, comme le dit Sylvain Connac dans ses ouvrages, un super pouvoir. Et ce super pouvoir, c'est celui de l'ubiquité, donc la capacité de se démultiplier. Ce faisant, il est possible, à un moment donné, de dégager du temps, comme le disait également Aline lors de son intervention, une aide spécifique pour le groupe accompagné, par exemple, qui fait face à un obstacle particulier et qui ne peut pas être surmonté à ce moment-là par le groupe. Donc l'adulte prend ici le temps d'approfondir une notion particulière. Et puis, bien sûr, ça permet aux élèves, ça leur permet en tout cas de développer l'autonomie. Alors, sur la diapositive suivante, je vous propose de vous montrer les manières de mettre en œuvre la coopération entre pairs dans le dispositif e-devoir fait. Alors, les supports que je vous présente, ce ne sont bien sûr que des exemples, et je vais séparer deux formes de coopération en fonction du type de travail qui est à réaliser par les élèves. Donc, tout d'abord, lorsque les élèves ont le même devoir à réaliser, on peut proposer, comme on vous l'a dit aussi précédemment, des formes de travail de groupe. Et lorsque les élèves sont confrontés à des tâches différentes, mais il y a aussi eu des questions, il me semble, lorsqu'il n'y a pas forcément des élèves de la même classe qui sont dans ce dispositif, on va pouvoir aussi proposer des formes de tutorat. Alors, pour en revenir à cette diapositive, lorsque les élèves ont un devoir commun à réaliser, et plutôt dans le cadre d'une situation problème ou complexe, c'est-à-dire lorsque les élèves vont devoir mettre en œuvre plusieurs types de ressources, que ce soit des connaissances, des capacités, des attitudes, il peut être intéressant de proposer du travail de groupe. Alors, c'est possible grâce à des plateformes que vous pouvez voir ici, comme Big Blue Button au collège. Voilà, il y a un outil de visioconférence. Cette plateforme, d'ailleurs, j'en profite, appseducation.fr, vous pouvez y accéder grâce à votre adresse mail académique, et ça vous propose donc une palette d'outils que vous pouvez très bien utiliser dans le cadre d'e-devoir fait. Il est aussi possible de les faire interagir de manière synchrone sur le même document en leur transmettant un lien vers l'Etherpad de l'application. Donc les élèves peuvent ainsi confronter leurs idées,
construire une réponse commune aux problèmes posés directement dans l'Etherpad. Alors, un petit point de vigilance, mais on y reviendra aussi tout à l'heure, hein, sur ces formes de coopération. Pour que le travail de groupe ait réellement un impact, c'est très important de respecter un certain nombre d'étapes, et notamment l'étape de travail individuel, qui est indispensable avant même de répartir les élèves dans les différentes salles de travail. Ce travail individuel doit vraiment permettre aux élèves de construire une première idée de la réponse, une représentation des attendus du problème. Alors, sur la troisième diapositive, voilà, lorsque les tâches à réaliser sont différentes, et notamment lorsqu'il s'agit de tâches d'entraînement, l'organisation d'un tutorat entre pairs peut tout à fait avoir sa place et avoir du sens. Dans cet exemple, et pour faciliter notamment sa mise en œuvre, on peut très bien utiliser ce type de tableur qui est affiché à la place du tableau blanc que l'on retrouve souvent dans la classe virtuelle. Et en débloquant les outils texte pour les élèves, donc ces derniers vont pouvoir s'inscrire et exprimer leurs difficultés. Alors, ce type de tableau donne aussi la possibilité à ceux qui ont terminé ce qu'ils avaient à faire de proposer leur aide. Et vous le voyez sur les deux dernières colonnes, à mon sens, elles sont vraiment primordiales, très importantes. Donc, j'ai compris, je peux aider et nous avons besoin du professeur. Alors, en ce qui concerne la colonne « J'ai compris, je peux aider », on donne ici la possibilité à l'élève aidé de se placer à son tour en position de tuteur sur cette même tâche. Et tout simplement parce que la recherche montre que celui, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, celui qui bénéficie le plus du tutorat, ce n'est pas celui qui est aidé, mais c'est le tuteur lui-même. Et comme nous l'avons précédemment évoqué, mettre des mots sur ce que l'on sait, c'est prendre de la hauteur par rapport au savoir et c'est les ancrer plus durablement en mémoire. Et c'est vraiment la raison pour laquelle il est important pour les élèves de ne pas rester enfermés dans un seul rôle, celui d'être aidé. Et puis enfin, c'est aussi important à un moment donné de ne pas obliger les élèves à la coopération et d'être plutôt dans une logique incitative ou incitatrice, pardon. Et donc on peut leur laisser à un moment donné l'opportunité de solliciter directement l'adulte, tout simplement parce qu'il n'a pas forcément envie d'avoir l'avis de ses camarades à ce moment-là, mais aussi lorsqu'il y a besoin d'un étayage particulier sur une notion particulière. Et puis, j'aimerais vous présenter une dernière diapo, donc sur quelques points de vigilance, sur les temps de coopération qu'on peut proposer aux élèves dans ce dispositif. Vous le savez sûrement, ce serait trop facile. Il ne suffit pas de regrouper les élèves entre eux dans une salle pour qu'ils coopèrent et que ce soit automatique. Comme vous l'a dit Aline précédemment, ça demande à un moment donné aussi des capacités d'autonomie à se gérer. Mais c'est aussi important qu'ils aient acquis en amont des habiletés coopératives, donc des règles, ça peut être des règles très simples, on ne se moque pas, on demande la parole, on écoute celui qui parle, dans le cadre notamment du travail de groupe. On peut donner des rôles, encore une fois dans le cadre du travail de groupe, celui qui distribue la parole, le secrétaire, le rapporteur, montrer également qu'on peut adopter des modalités de prise de décision. Et puis, en ce qui concerne le tutorat, c'est très important également d'établir des règles. Alors, on a mis des règles pour aider, mais aussi pour être aidé. Donc, celui qui aide, par exemple, en amont, il faut absolument qu'il ait d'abord terminé ce qu'il était en train de faire, de ne pas donner des réponses, de guider son camarade, et donc il peut le faire à l'aide d'outils, il peut relire, expliquer la consigne, donner des exemples, et éviter donc de donner la réponse trop rapidement. Et puis pour celui qui est aidé, d'abord, c'est important aussi qu'il essaye seul. Il pose des questions précises, il écoute avec intention, il remercie celui qui est aidé, etc. etc. Et puis surtout, donc le respect du principe de réciprocité, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure. C'est important que celui qui a été aidé à un moment donné puisse à son tour aider pour que justement cette coopération soit la plus efficace possible. Et puis, je ne sais pas si on a la dernière citation sur la diapo. Voilà, je souhaiterais conclure avec cette citation de Lemenaez en 2005 que j'aime beaucoup et qui résume bien l'importance de mettre en œuvre des formes de coopération à des moments donnés dans le dispositif e-devoir fait. C'est à plusieurs qu'on apprend tout seul. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis bien sûr à votre écoute en cas de questions. Merci Cédric. Est-ce que tu pourrais citer la référence bibliographique de l'auteur que tu as cité? Je pense que la personne qui posait la question parlait de Sylvain Connac.
Est-ce que tu peux citer quelques ouvrages? Alors oui, alors, il en a écrit beaucoup. Il y a d'abord Apprendre avec les pédagogies coopératives, qui est réédité très régulièrement. Donc tous les ans, il y a une réédition de cet ouvrage. Alors il y a un nouvel ouvrage de Sylvain Connac que vraiment je vous conseille, et qui porte justement sur l'acquisition des habiletés coopératives. Alors je suis désolé parce que j'ai oublié le nom, mais ça va certainement me revenir très vite. Alors voilà, l'ouvrage, c'est La coopération, ça s'apprend aussi. Et bien c'est celui-là, voilà, c'est La coopération, ça s'apprend, où vraiment vous avez plein d'idées sur des manières de construire avec les élèves des habiletés coopératives qui sont vraiment indispensables pour qu'ensuite, et puis la coopération, donc que ce soit le travail de groupe ou le tutorat, bah, ça soit vraiment efficace. Merci Cédric. Il y a une autre question que je vais lire, mais à laquelle je pense qu'on pourrait proposer à notre prochain intervenant, Sébastien Locher. Donc, il demande si… alors, excusez-moi si la réponse a déjà été donnée, mais cela se fait-il avec Zoom, des groupes possibles, ou avec d'autres outils, CNED ou autres? Donc, je pense que Sébastien Locher pourra répondre dans le cadre de son intervention. Sébastien, tu vas aussi nous parler d'une plateforme Moodle qui sera déployée courant mars. En quoi facilitera-t-elle la mise en œuvre du dispositif devoir fait numérique et quelles fonctionnalités pourront être utiles? Alors bonjour à toutes, à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Voilà, donc je vais commencer effectivement. Merci pour la question, Alice. Je vais commencer par juste un petit point rapide sur le pédagogique numérique aujourd'hui. Et le numérique dans la pédagogie, aujourd'hui, c'est un très grand nombre de ressources, de plus en plus accessibles. Des plateformes de quiz, des exerciceurs pour réviser, pour mémoriser, se tester. Et là, je ne vais pas spoiler l'intervenante suivante, Fabienne Saint-Germain, qui en parlera sans doute mieux que moi. C'est des moyens de communication de plus en plus performants, des applications également collaboratives de création de contenu, des outils de capture, des espaces de stockage, etc. Enfin, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais c'est important de rappeler ça. Parce que ça peut, pour moi, ça me paraît un peu pléthorique parfois, toutes ces ressources. Et l'idée, moi, qui fait chemin aujourd'hui, c'est comment organiser tout ceci et ne pas être dans le multi-fenêtrage, la surcharge des interfaces diverses et variées. Parce que ça demande évidemment aux élèves de manipuler tous ces outils en permanence. Donc, ça, c'est un premier point, c'est un premier constat. Je vais passer à la diapositive suivante. Alors, je n'ai pas la main, donc voilà. Dans le cadre de e-devoir fait, en quoi le numérique peut favoriser en fait, et peut accompagner? Le premier point, évidemment, c'est mettre à disposition une trace du cours, plus ou moins enrichie, à la fois pour les élèves, ceux qui peut-être étaient absents le jour, ceux qui n'ont pas fini de noter la leçon, on en a qui viennent à devoir fait dans cette configuration-là. C'est également pour moi outiller les intervenants du dispositif, puisque par exemple dans mon établissement, il n'y a pas que des enseignants qui participent à devoir fait, on a aussi beaucoup d'AED. Qui n'ont pas assisté aux cours de physique, de maths, de techno, et qui pour autant accompagnent les élèves dans le dispositif devoir fait et a fortiori dans le dispositif e-devoir fait. Deuxième point, c'est la possibilité de reprendre ou de revoir des activités proposées en classe. Là, je pense à ma discipline et aux disciplines expérimentales, par exemple, où que reste-t-il d'une expérience faite en classe qui a servi, par exemple, de point d'accroche ou de point de départ à une séance ou une séquence, si l'élève n'était pas là ou si l'élève était empêché, malade, etc. Et donc, les outils, vidéo, capture, etc. pourraient servir à outiller à la fois l'intervenant et les élèves absents. Le numérique, dans e-devoir fait, c'est diversifier les modalités d'apprentissage, favoriser l'autonomie, on l'a vu avec Aline, le fait de pouvoir dégager du temps pour les élèves les plus en difficulté en rendant ceux qui sont le moins
plus autonome grâce à l'utilisation d'exerciceurs, d'applications de quiz, le multitasking, les cartes mémoire, les fiches de révision. C'est différencier les ressources également. Fiches de cours, cartes mentales, et ainsi de suite. Fiches de mémorisation également qui sont utilisées. Et enfin, je pense aussi aux élèves qui ont, même dans le dispositif devoir fait, ont parfois du mal à s'exprimer à l'oral, que ce soit en présentiel ou derrière une caméra. Et le numérique peut trouver sa place ici à travers les différents outils de chat, les forums de discussion qui peuvent être installés et mis à disposition des élèves à distance à la maison. La question se pose, c'est le côté pléthorique de tout ça et comment essayer de regrouper l'ensemble sur une même et unique plateforme. Et là, je vais ouvrir sur la nouveauté, puisque nous sommes en test. Merci pour la diapositive, je vois que ça suit. Nous sommes en test en fait actuellement et on finalise les tests d'une plateforme Moodle qui est une sorte d'agrégateur de ressources dans les collèges, qui est déjà présente dans les lycées, dans de nombreuses universités. Elle va arriver dans OSE Argos d'ici le courant mars, là. Je vous ai fait une diapositive, un peu de présentation de tous les outils d'intégration qui peuvent être mis dans cette plateforme. On parlait tout à l'heure de ressources. Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Est-ce qu'on fait du Zoom? Dans cet outil Moodle, vous avez un outil de classe virtuelle. Et du fait que vous passez par un ENT, les élèves sont authentifiés. Il n'y a plus ce problème entre guillemets, de gens qui viendraient de l'extérieur parce que le lien a été fourni dans un forum divers et variés. Vous avez la possibilité d'intégrer un grand nombre de ressources à l'intérieur de cette plateforme Moodle, notamment des ressources numériques, vidéo, audio, également des fiches de cours, qui permettent aussi à un intervenant de récupérer une partie du cours pour mieux accompagner les élèves. L'idée qui chemine actuellement, c'est que du fait du côté du nombre de ressources, du nombre d'interfaces, l'idée d'utiliser Moodle, c'est bien de rassembler dans un endroit contraint, unique, un certain nombre d'outils qui permettent à l'élève de mémoriser, de réviser et à l'intervenant de l'accompagner. Si on peut passer juste à la diapositive, qui est une illustration en fait, de ce qu'on peut trouver dans Moodle. Ici, c'était un cours de physique, et moi, je l'ai vraiment pensé comme un accompagnement aussi du dispositif devoir fait réel, en présentiel, je veux dire, en présentiel, à savoir donner de la ressource aux différents intervenants et permettre aux élèves de réviser autrement. Ici, il y a le cours en vidéo, c'est-à-dire un résumé de cours pour les élèves un peu plus visuels qui ont besoin de revoir les choses qui ont été vues en classe, mais ça n'empêche pas de faire des fiches bilan. Si vous pouvez passer à la diapositive suivante, merci. On voit ici que sur cette diapositive qu'on peut y intégrer toutes sortes de ressources. Sur cette diapo, vous avez sur la gauche 3 vidéos, on va dire, techniques de savoir-faire qui rappellent à l'élève comment, alors en 5e, on utilise une balance, on utilise une éprouvette, chose qu'il manipule en classe, mais qu'il faut revoir parfois. Vous avez juste en dessous un exerciceur qui pourrait être utilisé dans le cadre de e-devoir fait comme un travail en autonomie pour un élève, pour réviser du vocabulaire, s'assurer qu'il a bien compris des notions. Et sur la partie droite, j'ai ajouté autre chose. C'est un autre outil qui peut être utilisé, qui aujourd'hui se développe beaucoup. C'est des quiz qui mêlent à la fois des traces de cours ou des pages de cours et qui ensuite vont être suivies de 2-3 questions au style multitasking qui peuvent être plus ou moins étayées par du feedback et qui permettent à l'élève
automatiquement de se tester, de s'entraîner, de refaire, par exemple, pour réviser dans le cadre d'une évaluation. Et une dernière qui est une vidéo simplement méthodologique sur la manipulation des formules en sciences physiques ici. Diapositive suivante, si c'est possible. Voilà, bon, je vais terminer par ceci. Évidemment, on pourrait imaginer que Moodle soit alimenté à l'échelle d'un établissement, pourquoi pas à l'échelle académique, soyons fous, et pour accompagner l'intégralité du dispositif devoir fait et ou e-devoir fait, à savoir que tous les pôles, par pôle disciplinaire ou par discipline, on pourrait imaginer que les enseignants partagent un certain nombre de contenus pour accompagner les intervenants et les élèves dans le cadre du dispositif devoir fait. Voilà, je ne sais pas si j'ai respecté mon temps de parole, j'espère ne pas avoir empiété sur l'intervenante suivante. Non, très bien, Sébastien, merci. Une question de Delphine. Cela nécessite un bon travail de communication pour informer ceux qui sont dans le dispositif. Quand et comment? On est bien d'accord que effectivement, si on va vers ce dispositif d'accompagnement numérique, il va falloir un gros travail de coordination au sein de l'établissement et ça va nécessiter effectivement de réunir les équipes, de se mettre d'accord sur les attendus, sur les objectifs, sur ce qu'on demande dans le cahier de texte également, et essayer d'homogénéiser un petit peu un certain nombre de pratiques au sein de l'établissement. Quand malheureusement, moi, je n'ai pas de réponse à cette question épineuse. Alors, une autre question, y aura-t-il une formation pour Moodle? Alors oui, effectivement, comme je le disais, le Moodle va être mis en place dans OSE, va être ouvert, généralisé. Il est déjà en place, il est déjà fonctionnel. On est quelques bêta-testeurs à l'heure actuelle. La phase de test est quasi terminée. Il reste des petits réglages à la marge. Donc, ça va être ouvert d'ici courant mars. Et effectivement, la DAN va accompagner en formation. Alors, dans un premier temps, je pense sous forme de webinaire, parce que contexte sanitaire oblige, mais effectivement, il va y avoir un plan de formation sur Moodle, comme il y a des formations sur le Moodle de lycée connecté, parce que c'est aussi l'avantage de cette plateforme, c'est que c'est celle que retrouvent les élèves dans le lycée connecté. De la même façon, c'est la même Big Blue Button, c'est le même outil de classe virtuelle qui est présent dans le lycée connecté. Donc, ça fait une forme de continuité collège-lycée. Merci Cédric. Merci. Oh, pardon, Sébastien. C'est pas grave. Je vais proposer maintenant à Fabienne de prendre la parole. Comment pourrait-on intégrer la mémorisation et les neurosciences dans e-devoir fait, Fabienne, s'il te plaît? Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Parce que je viens de loin, je suis au fond des Landes, voilà. Oui, alors comment intégrer la mémorisation qui est quand même un aspect souvent très négligé par nos élèves? C'est-à-dire que quand ils font leurs devoirs, en général, ils font leurs devoirs écrits en priorité et puis tout ce qui est mémorisation est laissé souvent de côté. Ils mémorisent la veille pour le lendemain. Généralement, ça marche bien. Alors, pourquoi ferait-il autrement? Alors, j'ai peut-être des solutions à vous proposer. Tout d'abord, un travail collaboratif ou coopératif, ça Cédric me reprendra sur la différence, avec un sketch noting. Alors ça a été testé durant le confinement. Ce sont des élèves de 3e qui devaient reprendre une leçon de MC. Ici, c'est sur le cheminement, la construction d'une loi. Et donc, ils ont repris leur leçon. Plutôt que de réviser basiquement la leçon en la relisant, parce que généralement, c'est ce qu'ils font, ou au mieux apprendre par cœur, je leur ai demandé de me la dessiner. Ça veut dire ils sont obligés de reprendre la leçon et de trouver les essentiels. Et ça, c'est déjà un premier travail de tri qu'ils font ensemble.
Donc, parce que pour les uns, ça va plutôt être ceci, pour d'autres, plutôt cela. Donc, ils en discutent. Donc, une phase de brainstorming qui est extrêmement intéressante. Ensuite, ils doivent se mettre d'accord sur quel dessin réaliser. Là, vous pouvez voir à l'image que c'est quelque chose de très bien construit et de bien dessiné. Je n'ai pas toujours des productions aussi belles en termes de graphisme. Et faire des liens entre les dessins qu'ils font. Donc ça, c'est extrêmement important parce qu'à partir du moment où on fait des liens, la mémoire à moyen terme et à plus long terme sera nettement plus efficace que simplement avoir appris ou relire. Et il faut bien entendu qu'il soit capable d'expliquer. Alors, capable d'expliquer à une personne extérieure, et la personne extérieure, ça peut être bien entendu la personne qui encadre devoir fait, qui n'est pas forcément le professeur d'histoire-géographie, ici, dans le cas présent, et qui peut, à la vue de ce qui a été produit, poser des questions. Et du coup, les élèves voient bien si ce qu'ils ont produit est compréhensible ou non, et s'ils sont capables d'apporter des explications. S'ils ne sont pas capables d'apporter des explications, c'est qu'ils ont sans doute raté une étape ou qu'ils n'ont pas forcément bien compris, bien intégré la leçon et qu'il faut revoir la copie. Donc, c'est une autre façon finalement de reprendre la leçon ensemble et de manière créative. C'est quelque chose qui fonctionne bien parce que c'est s'interroger autrement. Ils aiment bien dessiner, ça sort un peu, ils n'ont pas à écrire, beaucoup moins. Et puis, vous avez des élèves qui s'en emparent véritablement parce qu'il y a le côté créatif qui ressort. Donc, l'importance ici, et pour les neurosciences, ce qui est extrêmement important, c'est que l'élève se pose des questions, puisse répondre à ces questions et qu'il fasse des liens pour être capable de mieux mémoriser les notions ou les connaissances qu'il a à apprendre. Ça, c'est absolument essentiel et ça fonctionne plutôt bien. Ensuite, il y a bien sûr d'autres méthodes, et Sébastien vous en a parlé, c'est tous les quiz. Alors Alice, la diapositive suivante, s'il te plaît, merci. Alors des quiz, vous en avez à foison, le net en regorge, et je n'en ai pas véritablement à vous conseiller, pas un plus que l'autre. Par contre, un énorme point de vigilance sur tous les quiz, il faut bien veiller que les quiz que vous mettrez à disposition de vos élèves permettent un feedback proche, c'est-à-dire apportent une réponse immédiate à la question. Donc, l'élève répond au quiz et il sait immédiatement s'il a juste ou faux, et s'il a faux, la bonne réponse est affichée avec l'explication. Ça, c'est très important, sinon l'élève pourrait mémoriser de fausses informations et ça irait à l'encontre de ce que l'on cherche. Donc, vous en avez plein, vous avez Plickers, vous avez Quizlet, vous avez Cuisinière développée par Canopé. Avec Sébastien, on aime bien Quizzes plus particulièrement. Donc là, à vous d'explorer, à vous de voir. Vous avez Tactiléo, j'ai vu que c'était noté effectivement dans le chat, qui est extrêmement intéressant. Et puis bien sûr, dans OSE et dans Moodle, qui va bientôt nous être accordé au niveau collège et qui existe déjà dans le niveau lycée, vous avez des quiz très intéressants qui vont vous permettre de réaliser cela. Il y a néanmoins un petit logiciel qui a ma préférence, même si graphiquement il est très austère, on dirait l'ère stalinienne, c'est Anki. C'est un petit logiciel qui a un avantage par rapport aux autres quiz, c'est qu'il y a un algorithme intégré. Alors, c'est très simple. Vous avez à gauche une question qui est posée. Ici, qu'est-ce que le STO? L'élève répond soit dans sa tête, soit par écrit, soit oralement, peu importe. Ensuite, il affiche la réponse. Vous voyez en bas, il clique sur afficher la réponse. La réponse apparaît. On peut mettre du son, on peut mettre de la vidéo. Ici, je vais mettre une image et la réponse. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est l'élève, lui, seul qui détermine si c'est correct, si ça a été facile, si ça a été difficile ou si c'est à revoir. Et selon ce qu'il va mettre, le logiciel va calculer au bout de combien de temps il faudra représenter cette question pour faciliter une mémorisation à moyen ou à long terme. Donc ça me paraît essentiel de pouvoir faire des reprises expansées dans le temps comme le préconisent les neurosciences. Donc si vous avez la possibilité d'utiliser ce petit logiciel Anki, dans devoir fait en présentiel ou dans devoir fait à distance, ça me paraît extrêmement intéressant, petit logiciel gratuit. Voilà, j'ai été rapide pour essayer d'être dans les temps. Bien sûr, je répondrai à toutes vos questions.
Merci Fabienne. Pas de questions particulières pour le moment, mais peut-être sur la fin de cette table ronde. Ta présentation était très claire et tu nous as présenté de nombreux outils. Merci beaucoup. Et donc à présent, je vais proposer à Monsieur Augusto de prendre la parole. Et nous avons eu une question dans le chat tout à l'heure qui reprenait cette idée. Comment anticiper la préparation de la mise en œuvre de ce dispositif e-devoir fait en établissement? Je vais rapprocher le micro, j'espère que tout le monde m'entend. Bonjour à tous. Alors, je l'ai marqué en conclusion, donc je vais essayer de... En règle générale, les conclusions doivent être brèves. Cela étant, pour reprendre aussi un certain nombre de choses qui ont pu être dites sur le chat notamment, il faut quand même rappeler que ce e-devoir fait, c'est un outil qui vient aussi en complément avec le dispositif au sens large du terme. C'est-à-dire que finalement, un certain nombre de points qui ont été abordés aujourd'hui, en dehors effectivement des outils techniques tels que l'implantation de Moodle dans OSE à l'identique de ce qui se fait maintenant au lycée, des différents outils. J'ai entendu les collègues tout à l'heure parler de Powertree, c'est très bien, Geniali, c'est très bien. Voilà, ce sont des outils au service de e-devoir fait est aussi un outil au service de. Et au service de quoi? C'est de la mise en perspective du travail de l'élève, de la capacité qu'a l'institution de préparer ses élèves à devenir autonomes vis-à-vis d'un travail, ce qui sous-entend effectivement en amont un certain nombre de points d'ancrage sur lesquels il faut évidemment réfléchir, qui vont permettre de fluidifier le dispositif. Alors, donc bien évidemment, il y a un certain nombre de réflexions qu'il est important de mener, mais qui sont déjà menées en amont et qui ont déjà été menées dès le départ, c'est-à-dire dès la mise en place et la mise en œuvre du dispositif devoir fait. Encore une fois, l'arrivée du numérique, en tout cas sa concaténation dans les gestes professionnels, vient en complément. Mais ce qui est nécessaire, et en ça, effectivement, il y a besoin d'anticiper, c'est une réflexion qui peut être coordonnée à plusieurs niveaux. Ça peut être dans le cadre des équipes disciplinaires déjà, ne serait-ce que sur la notion de cohérence et d'harmonisation. Et finalement, que ce soit à distance ou en présence, la question est la même. Puis il y a une réflexion au niveau de l'équipe pédagogique sur la charge hebdomadaire du travail. Alors, on l'a bien vu pendant le confinement qu'il y a eu quelques difficultés, elles étaient légitimes. Je pense que tout le monde a fait je suis persuadé que tout le monde a fait de son possible pour qu'il n'y ait pas un énorme impact sur le travail des élèves, mais en conséquence, ça a quand même été le cas. D'autant plus que des nouveaux gestes devaient se mettre en place. Et c'est peut-être ces nouveaux gestes que vous avez mis en place pendant la période du confinement qui peuvent avoir du sens maintenant aussi dans d'autres dispositifs, y compris dans la classe, d'une certaine façon. Et bien évidemment, ensuite, de manière beaucoup plus large, dans le cadre du conseil pédagogique et effectivement en intelligence avec le chef d'établissement, c'est une réflexion sur l'utilisation de l'ENT, l'utilisation des plateformes comme OSE. C'est vrai qu'il y a énormément d'outils. Je pense que là aussi, il faut être pragmatique, anticiper, préparer, c'est aussi cela, c'est-à-dire finalement peut-être réduire, et c'est d'ailleurs les préconisations qu'avait fait l'Inspection générale et les corps d'inspection pendant la période du confinement, mais ça reste toujours d'actualité, réduire le nombre d'outils pour éviter effectivement une sorte d'explosion de l'outil qui se ferait de toute façon au détriment de la qualité du service que l'on souhaite rendre, pour éviter, que les enseignants, que les collègues se perdent, que les élèves se perdent et que les familles se perdent aussi, bien évidemment. Donc là, l'idée un peu de la table ronde d'aujourd'hui, et je terminerai avec ces mots-là, c'était de vous montrer, encore une fois, pour reprendre quelques termes publicitaires, le champ des possibles. Mais encore une fois, c'est à chacun de se les approprier, de voir où il y a la cohérence, ce qui est possible de faire, effectivement, au regard des besoins, mais en ayant véritablement à l'esprit que, in fine, l'objectif principal, c'est l'autonomie de l'élève, quelle que soit la situation qu'il vive, y compris quand il est chez lui, y compris quand il est à distance, éventuellement. Voilà, ce sont des outils qui viennent en complément. Le témoignage de Madame Boulery, que je souhaite encore remercier, où
le témoignage par, je dirais, par le récit qu'a proposé mon collègue tout à l'heure d'un établissement scolaire. Voilà, ce sont juste des collègues qui ont dit, voilà, on a un outil à disposition, on a une difficulté, comment fait-on pour lever cette difficulté-là? Est-ce qu'on est en mesure de la lever? Et tout ceci, évidemment, maintenant, si on se projette, ça nécessite effectivement d'avoir une réflexion au sens large du terme. Et si on regarde bien la diapositive qui est proposée ici, il y a deux mots, c'est anticiper et préparer. Voilà, donc je veux bien répondre aux questions. En tout cas, je tenais à vous remercier tous, que ce soit les intervenants, mes collègues, avec qui j'ai pris le plaisir de préparer la réunion d'aujourd'hui, et puis à vous tous qui êtes présents derrière vos écrans.